Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a Jérôme Blanchet-Gravel. Les grands enjeux! Yes, sir! Jérôme, de Libre Média cette semaine a fait ce que historiquement les grands médias font. On a publié une réponse suite à un texte que vous avez fait sur notre podcast. Chose qui est maintenant impossible pour Éric Duhem d'avoir avec la presse, par exemple. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on avait publié une de ces lettres de réponse, de réplique à la presse. Exactement. Donc, le Libre Média commence à être un vrai média qui se respecte. Explique-nous un peu la direction que vous avez prise dans cet enjeu-là. Je veux dire, quand c'est sorti le texte de Léandre, votre chroniqueur, qui parlait carrément d'un élément qu'on avait dans nos podcasts, j'ai été le premier surpris. J'ai fait « Wow, t'as peu, c'est la première fois que ça arrive, cette affaire. » Puis ensuite, Frank a dit « Est-ce que je réponds? » Puis tout ça, il a écrit un texte, puis vous le publiez aujourd'hui. Libre Média, tranquillement, pas vite, devient un vrai média en bonne et due forme. Oui, bien, disons, du moins une plateforme incontournable du débat au Québec, on l'espère. Ouais. Donc, le clash des idées qui est disparu finalement en bonne partie des grands médias, c'est pas un secret. Puis, écoute, on est très heureux de participer au débat. Puis, de plus en plus, le mot se passe. Donc, on reçoit de plus en plus de lettres ouvertes de gens, de citoyens. Une bonne quantité, en fait. Ça demande beaucoup de travail. De réception, d'édition, de révision. Évidemment, on rejette aussi un certain nombre de textes. Il ne faut pas se le cacher. Donc, c'est sûr, pour moi, ça m'en fait beaucoup. Mais on est très contents. Puis, le texte de Frank aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué le titre, là, mais disons que ça punch. Frank, ça, c'est la signature Libre Média. Ben, c'est Frank, évidemment. C'est une citation de Frank, mais on a aussi, je pense, l'art de l'accroche. On habille le texte. Très bon. D'une manière assez sexy, d'une manière générale. Donc, c'est ce qui fait un peu notre marque de commerce. Puis, on continue sur cette lancée-là. Frank, on ne traverse pas l'inconnu en dessinant des arcs-en-ciel, évidemment, C'est fou, hein, les arcs-en-ciel. Rappelez-vous à quel point le Québec était devenu une garderie, en fait, ou redevenu, ou resté. On avait, c'est la marque de l'État CPE. Là. Vous avez une société qui... Oh, et puis, tu sais, c'est juste pour me remettre un peu les gens qui n'ont peut-être pas suivi en contexte. Donc, c'est le débat qu'on a eu dans les dernières semaines, les questions qu'on a soulevées, moi, Yann, dans les dernières semaines sur le sérieux du mouvement indépendantiste à se commettre à designer un pays libre et démocratique avec une constitution en bonne et due forme. Et on a été après interpellés par toutes sortes de gens sans nous nommer. Donc, un peu décevant que vous ne soyez pas nommé alors que vous êtes maintenant le podcast libertarien numéro 1 au Québec. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire... podcast en langue française, en passant. Peut-être que vous êtes le podcast francophone libertarien. Je le dis en riant parce qu'on est comme devenus subitement des libertariens. Moi, j'ai appris ça aussi récemment dans un livre que j'étais libertarien. Je ne le savais pas. Merci de me l'apprendre. Non, mais tu sais, que j'ai des affinités avec des Javier Milei, puis j'ai des chums, tout ça, des accointances idéologiques, je peux comprendre. Puis on joue un peu sur le mot liberté. Évidemment, Libre Média, là, on a fait des produits, la boutique en ligne, mais enfin, vous aussi, peut-être, vous avez été surpris de constater que vous étiez, finalement, tout d'un coup, on est les libertariens au Québec. En fait, c'est surtout qu'on se définit souvent comme des libéraux, en fait. Même le hashtag que Vincent a vraiment rendu populaire au fil du temps, « Make the PLQ liberal again ». Je veux dire, quand tu arrives et tu es dans un contexte comme ça où est-ce qu'on utilise sans arrêt le mot libéral de notre côté pour décrire comment on pense, je veux dire, qui arrive avec libertarien. Moi, je me suis jamais vraiment considéré comme un libertarien parce que au niveau, les libertariens ont une tendance à être vraiment rejeter l'État au grand complet. Je ne suis pas full d'accord avec ça. J'ai des bémols à apporter par rapport à ça. Mais je me suis jamais personnellement défini comme libertarien, mais je me suis souvent fait accoler l'étiquette. Parce qu'au Québec, l'étiquette libertarienne est carrément péjorative, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Non, c'est ça, il y a cet élément-là aussi. C'est ça, c'est que c'est utilisé comme une insulte. Là, alors que moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'il n'y ait pas d'État. Là. Je pense qu'il y a une justification à l'État, par exemple, pour battre monnaie, pour avoir une armée, ce genre de choses-là. Là. J'ai jamais...
jamais présenté comme un libertarien intégral qui veut l'anarchie de droite. Là, et j'ai jamais considéré Jérôme comme un libertarien non plus. Là. Mais non, ça, c'est des fantasmes que nos adversaires nous prêtent ou que nous. Remarque qu'on crée des vrais libertariens, je veux bien, puis on les respecte, mais en tout cas, bref, on a appris ça, qu'on était les représentants du libertarianisme. Moi, ça m'étonne beaucoup quand même, dans ce cas. Exact. Et ce que j'ai apprécié, premièrement, disons ça comme ça, je ne le mentionne pas dans le texte parce que ça n'a pas rapport de faire ça, mais ce que j'ai apprécié, c'est que Léandre Saint-Laurent nous a nommés. Donc, plutôt que de parler dans les airs et de dire il y a des gens qui certaines personnes font, il a parlé de nous, il a parlé du podcast. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si ça avait été fait de manière indifférenciée, je n'aurais pas proposé de réponse ou de. Moi, un texte très respectueux qui est très nuancé aussi. C'est pour ça aussi qu'on l'a publié. Mais effectivement, faire semblant d'ignorer des gens, c'est pas très respectueux. Donc, on est capable de nommer, de désigner nos interlocuteurs. Dans la mécanique de Libre Média, un gars comme Léandre, dans le fond, c'est pas un de vos chroniqueurs réguliers, c'est vraiment un texte du public autrement. Ce qu'on appelle un contributeur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous envoie un texte de temps à autre. OK. Un pigiste, si on veut. Là, ouais. C'est pas un pigiste, c'est quelqu'un qui envoie des lettres ouvertes, hein, c'est-à-dire donc des textes qui sont pas rémunérés. C'est comme qu'on envoie on veut être lu au devoir, on envoie un texte au devoir, on espère qu'on va le publier, ou à la presse, aux gens de Montréal. Donc, M. Saint-Laurent fait ça une fois de temps en temps à Libre Média. Puis, on est très heureux de recevoir ces textes parce que c'est quelqu'un de très compétent. Puis, on voit que c'est quelqu'un qui est un intellectuel de bon niveau. Là. Donc, on aime ça. Puis, mais c'est ça. Donc, rebondir sur le débat que vous avez initié avec, nommons-le, Bock-Côté. Vous avez une sorte de débat avec lui, là. Sur les réseaux sociaux, en partie sur X. C'est sur Twitter. Sur Twitter, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je sais que, Mathieu avait accepté de venir jaser dans le podcast avec nous, bien que c'était pour faire la promotion de son livre. C'est correct. Mais, tu sais, je sais qu'il ne m'invitera pas à Cube Radio pour aller débattre de ça avec lui. Il l'a fait avec Éric Duhem. Bon, j'imagine que c'est plus vendeur. Je comprends tout ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on a fait j'ai décidé de répondre par personne interposée parce qu'essentiellement, Léandre utilisait, je trouve, pas mal le même set d'arguments que Mathieu Bock-Côté. Il est plus nuancé, qui est plus nuancé, mais qui consistait un peu à dire au bout du compte que finalement, le Québec est un État occidental, comme tous les États occidentaux, et là-dessus, il est plus raffiné que Mathieu, parce que Mathieu, lui, disait, comme tous les pays, une fois libre, il y aura des libéraux, des nationalistes. Je disais non, il y a beaucoup de pays qui ont obtenu leur liberté. Il n'y a pas plein de libéraux, des nationalistes, des gens de gauche et des gens de droite. Il y a des régimes autoritaires, puis il n'y a pas de liberté. C'est pas vrai, ça. Là. Regardez ce que c'est devenu en Algérie, dans plein d'autres pays. Après, il faut garder, comme je te disais, c'est une vue de l'esprit. En Occident, là, c'est-à-dire qu'il faut comparer le Québec avec des sociétés occidentales, peut-être à tendance autoritaire, lesquelles... mais c'est sûr, il faut faire attention à sortir des exemples qui seraient tirés du tiers-monde, quand même. Non, je comprends, mais moi, en fait... L'Algérie, garde l'Algérie, mais je pense que c'est 20 millions de morts. Là, non, je comprends, mais on ne peut pas utiliser l'argument à la fois en disant le Québec, les gens au Québec sont pareils comme partout ailleurs, et en même temps dire là, attention, il faut qu'on soit reconnu dans notre différenciation culturelle. Donc là, soit on est pareil, soit on est différent. En fait, je pense que ce qui arrive à l'Occident, puis ça, c'est des discours qu'un gars comme le prof Caron va avoir, et d'autres personnes, même un peu comme Bock-Côté. L'Occident au grand complet souffre d'un mal depuis quelques décennies et je commence à être persuadé que présentement, il n'y a absolument aucune démocratie occidentale qui serait en mesure de réécrire sa constitution. Ouais. Mais c'est ça le propos qui a été, je pense, un peu mal compris. Puis j'ai pas axé tant que ça dans le texte là-dessus, mais c'est parce que c'était pas je pense, tant que ça à propos de le faire, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est ce que je dis à la fin de mon texte. Je parle justement de la thèse de Caron dans Homo Superstes. Je ne m'élabore pas là-dessus, que les gens iront lire s'ils ne savent pas c'est quoi. Mais c'est l'idée que depuis l'effondrement du bloc soviétique, l'Occident n'ayant plus d'ennemis identifiés comme étant unis, qui est le bloc communiste, on se réfugie dans une espèce de sécuritarisme. Jérôme t'appelle ça le sanitarisme depuis la pandémie, mais en fait, on parle de la même chose, qui est une propension chez
nos concitoyens dans nos sociétés occidentales à sacrifier de la liberté pour de la sécurité. Et c'est tous les jours, vous regardez tout ce que vous voyez dans les médias, ce n'est que ça. Encore ce matin, il y a des gens qui font des pressions pour que les gouvernements interdisent les poêles à bois, ce genre de choses-là, parce que ça a l'air que ça pollue l'air, ça nous empêche de respirer. Et moi, ce que je disais, c'est que si on se commet à dire on s'en va dans un processus référendaire, on crée un pays, l'argument de dire on n'est pas pire qu'ailleurs, on y va, puis ça sera comme par magie démocratique et libéral après, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que si on n'est pas dans un processus sérieux où on se commet à des principes fondamentaux, là, puis on a fait l'exercice l'autre fois, vous pouvez prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Oui, finis ton point. Non, mais ce que je dis, c'est que si, à l'avance, on ne se commet pas à des principes comme ceux-là en disant « voici ce qu'on va faire », moi, ce que je dis, c'est que je ne crois pas on ne peut jamais se fier à la bonne volonté des hommes. Ah oui, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas pire que les autres. Après, on verra. T'sais, tout ira bien, ça va bien aller. Moi, je appelé à rédiger une constitution, qui n'est pas libérale. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, je pense que le Québec n'aurait pas le choix. D'abord, il y aurait le regard de l'international. C'est-à-dire, il y aurait toute la presse internationale qui serait tournée vers le Québec. La France, etc., là, donc des pays majeurs qui assisteraient de loin ou de près au processus de rédaction d'une constitution, un peu comme même au Chili, ils ont voulu récemment faire une réforme. Tu as des pressions internationales quand même, des observateurs internationaux qui te regardent. Et je pense qu'on aurait une constitution qui serait en fait très libérale, même quand on a une charte des droits et des libertés au Québec, mais c'est en pratique, c'est-à-dire ce que vous décrivez comme esprit, l'analyse que je partage aussi d'un Québec qui, effectivement, verse beaucoup dans le sécuritarisme et qui est vraiment au sommet de son déclin, pour utiliser une antithèse. Donc, je pense qu'en pratique, je pense pas qu'il y aurait des constitutionnalistes, les gens qui rédigeraient la Constitution, qui feraient quelque chose, un produit qui ne serait pas libéral. Mais en pratique, après, à quoi ressemblerait le clivage politique au Québec? Ça, c'est l'autre question, là, concrètement. Mais je pense pas qu'on puisse parler d'un scénario où on rédigerait une constitution qui ne serait pas libérale. Je ne vois pas comment en Occident. Mais... Après, on est un peu dans le folklore. C'est-à-dire que, regardez, on a une constitution canadienne qui a été bafouée 50 000 fois durant la pandémie. Là. Tout à fait. Entre le document et la réalité, c'est vraiment deux choses. Donc, vous dites, est-ce qu'on peut rédiger une constitution, un peuple occidental est capable de rédiger à nouveau une constitution? Je pense qu'il y aurait des réflexes. Par automatisme, on rédigerait une constitution qui ressemblerait finalement beaucoup à celle de la France ou finalement une constitution un peu passe-partout. Vous pouvez utiliser ChatGPT si vous voulez. Ouais, mais moi, ce que j'ai envie de répondre... mais après, là, je ne sais pas. Est-ce que l'institution qui l'applique? Je comprends ton point, Jérôme, mais si c'est si évident que ça et ça tombe de soi, pourquoi pas la faire? Pourquoi pas la présenter, la proposer et montrer aux gens quel est cet idéal-là? Tu sais, si on est prêt à se commettre à des exercices mentaux puérils, pour moi, comme le budget de l'an 1, en quoi proposer une idée des principes généraux auxquels on veut souscrire n'est pas pertinent? Pour moi, ça l'est pas mal plus que le budget de l'an 1, qui est un exercice complètement fantaisiste, qui est déjà plus bon maintenant, alors qu'il était fait il y a quelques mois. Là. La vraie personne qui a exprimé parfaitement nos craintes, c'est carrément Yves-François Blanchette dans le podcast à bas-côté. Parce que Mathieu a l'honnêteté de lui poser la question. Qu'est-ce que vous avez à répondre à des gens qui expriment ce genre de crainte-là de la droite de Québec, ainsi de suite? Puis Yves-François Blanchette lui dit, écoute, il y a des valeurs qui font consensus au Québec, notamment la protection du français, notamment les égalités. Le féminisme, l'environnement, tout ça. Lui, il dit, ces valeurs-là, on peut mettre ça dans une constitution. Là, tu fais non, c'est pas le point d'une constitution, c'est pas ça. Puis c'est ça qui m'a surpris le plus dans cette histoire-là, c'est de dire... Un peu comme au Chili, c'est sûr qu'il y a un risque, effectivement, de constitution à caractère woke. Parce que... Déjà, en 1982, on peut voir là, la Charte des droits et libertés, le multiculturalisme enchâssé dans la Constitution, et déjà, c'est un risque. Le multiculturalisme, c'est de l'ingénierie sociale avec la diversité culturelle. En fait, comme idéologie, là. Je suis 100% d'accord. En fait, je pense que la charte canadienne, la Constitution canadienne, c'est multiples défauts. Personnellement, j'y crois fortement. Je pense, par contre, que tu demandes à Trudeau aujourd'hui d'en refaire une et de corriger ces défauts-là. Puis ce qui sort de là, c'est une catastrophe.
Mais tu sais, c'est possible. Bon, on l'a vu au Chili, là, c'est-à-dire que c'est sûr que oui, si tu te remets les mains là-dedans, il y a des risques de dérapage. C'est sûr, ça prend quand même des gens très sérieux. Mais je pense qu'on serait capable, on aurait des profs d'université relativement, je veux dire, sérieux là, ou très sérieux. Mettons, je pense à Taillon, là, Patrick Taillon. C'est des gens quand même assez sobres. Moi, je doute pas de ces gens-là. Qui ne pensent pas qu'ils feraient du n'importe quoi. Ça m'étonnerait beaucoup. Après, comme je vous dis, c'est l'après. Puis c'est les pressions, peut-être, effectivement, de militants woke. François Blanchet l'échappe constamment. Écoute, son commentaire. Le fond de Blanchet, c'est vraiment un progressiste là, de la vieille époque ou de la nouvelle. C'est quelqu'un qui est un vieux progressiste là, folklorique là, avec ses clichés, ses stéréotypes. Puis c'est un peu triste à voir. Là. Non, il est chanceux d'être là parce qu'il n'y a pas vraiment, tant qu'à moi, la profondeur intellectuelle pour être le chef du Bloc québécois, ce gars-là. C'est quelqu'un qui, n'a pas... qui est surévalué, je pense. En fait, il n'est pas un atout pour le mouvement souverainiste. Je pense, il est très chanceux, honnêtement, parce que d'avoir son fonds de pension puis tout ça, parce qu'il a profité d'une conjoncture, mais il n'y a pas... je trouve pas que c'est quelqu'un qui... la carrure nécessaire au statut qui justifie. Il y a un exemple que j'aurais pu prendre dans le texte, puis je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire ici. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que les gens qui ont été mis devant des difficultés dans le passé, des difficultés importantes, ont eu la conscience à un moment donné de dire il faut se doter de mécanismes. On ne peut pas se fier uniquement à la bonne volonté des hommes et des femmes. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu te dotes de mécanismes qui font que même les pires personnes ont des limites à leur action. Et j'en veux pour preuve que lorsqu'il y a eu cet été l'événement au Centre des congrès qui devait avoir lieu, c'est-à-dire, et que l'ensemble de la classe politique québécoise dit que c'était bien correct de faire interdire un congrès pro-vie, que ces gens-là, il y avait qu'à aller s'exprimer d'un sous-sol d'hôtel, qu'on les brimait pas, tout ça. Moi, je regarde ça et je me dis qui a réagi à part la droite les libertariens. À part les libertariens. Luc Lavoie. Il y a Luc Lavoie. Et pourquoi Luc Lavoie a réagi? Parce qu'il y a un certain âge et qu'il se rappelait l'époque de Duplessis où, avec la loi du Calna, tout ça, on essayait de faire taire des gens pour des motifs idéologiques. Mais qu'est-ce qu'ils nous disaient, eux, les péquistes et les caquistes à l'époque? Ils nous disaient « Ouais, mais il faut comprendre les valeurs du Québec, tout ça. » Moi, je me méfie de gens qui ont ce genre de vision-là. Les gens, la Charte des valeurs, ça ne passait pas le terme auprès de certaines couches. Je prendrai un autre exemple en terminant, puis on passera à un autre sujet après, mais un autre exemple. L'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Il y a un juge au fédéral qui a dit « Écoutez, il n'y avait pas motif à le faire. Vous avez... bafouer l'esprit de la loi, qui était d'utiliser ça en cas de menace extrême, etc. » Donc, il y a un juge qui fait appliquer la stricte loi. Quelle a été la réception au Québec de cette décision-là? Pratiquement tous les chroniqueurs qui écrivent dans les journaux nous ont écrit que le juge est un crétin, que Trudeau il a bien fait, puis que, dans le fond, ça devait être fait parce que les camionneurs sont d'extrême droite, puis c'était des Trumpistes, puis je sais pas quoi. Oui, quelqu'un d'unanimisme au Québec, c'est sûr. Après, mais moi, ce que je dis, la seule affaire que je dis, Jérôme, là-dessus, c'est que les gens, beaucoup ce sujet-là, les gens qui sont habités par cet esprit, je ne les crois pas quand ils nous disent « Fiez-vous à nous, ça va bien aller, au lendemain, on sera pareil comme les autres. » Non, non. Vous avez à l'intérieur de vous des tensions et des pulsions autoritaires. Vous nous le prouvez chaque jour. Et moi, ce que je dis, c'est que si vous voulez que je vote oui, si vous voulez m'avoir avec vous autres dans votre coalition, ce que je doute, mais si vous voulez que je vote oui, parce que c'est ça l'affaire aussi. Tout le monde dit « Ah, c'est des fédéralistes, des colonisés, tout ça. » J'ai dit, le début de mon intervention, je voterai oui si vous vous commettez dans un processus sérieux. C'est peut-être pas un bout qu'il ne faudrait pas oublier. Et moi, ce que je dis, c'est que devant ces gens-là qui sont dans des pulsions autoritaires de gérer la vie de tout le monde, d'interdire des affaires au nom du bien commun, je ne les crois pas. Je n'embarquerai pas là-dedans, comme tu l'as titré dans le titre, en dessinant des arcs-en-ciel. On verra, ça ira bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pire que les autres. Non. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Après, il y a deux choses. D'abord, faire attention au risque de l'essentialisation, c'est-à-dire de penser qu'il y a comme une nature québécoise qui serait effectivement éternelle et que
la nature même du peuple québécois serait autoritaire à travers l'histoire et éternellement. Faire attention, là, c'est-à-dire ça, c'est un... Je pense pas qu'on avait ça avant dans non, mais nous autres, honnêtement. Non, mais vous comprenez, c'est-à-dire si on dit que bon, le Québec est traversé par des pulsions autoritaires, bon, que je reconnais... Comme toutes les autres nations. C'est ça mon point, mais c'est que comme toutes les autres nations, les Français l'ont, les Américains l'ont, mais eux, ils l'ont déjà, leur constitution, qui a été écrite par des gens qui sortaient d'une guerre civile, dans certains cas, ou d'une révolution. Et s'ils avaient, en 2024, mettons qu'on fait cet exercice mental-là, les Américains, c'est aujourd'hui qu'ils font leur guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni. Dans l'état actuel de la liberté d'expression, du wokisme, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont enchasser la liberté d'expression comme valeur numéro un? Est-ce qu'ils vont donner aux citoyens d'avoir... Je pense que c'est l'après. Je ne pense pas qu'on puisse rédiger une constitution au Québec qui reflèterait vraiment autre chose que les grands canons constitutionnels occidentaux. Puis la Constitution française n'est pas mauvaise non plus, là. Après, c'est la France, bon, c'est aussi un pays où l'État a remplacé l'Église. Donc, effectivement, il y a des traits culturels. Mais moi, je pense pas. Non, je pense pas qu'on assisterait à... Il y aurait probablement effectivement des pressions pour une constitution plus... en fait, peut-être plus multiculturaliste, sécuritariste, je ne sais pas, écologiste. Mais tu sais, on n'est pas sorti quand même des canons constitutionnels occidentaux, là. Ça m'étonnerait quand même qu'on assiste à une rédaction d'une constitution qui serait genre la nation québécoise est indivisible à la française et par ce principe-là, on peut bafouer les droits individuels. Ça m'étonnerait. Deuxième chose, c'est que là, je partage le point de Léandre Saint-Laurent, c'est-à-dire que le Québec n'a pas de relations internationales. C'est-à-dire que si le Québec devient jamais adulte finalement face à Ottawa, on va rester dans les grands enjeux. C'est-à-dire, si on parle de chiens écrasés au Québec, c'est parce qu'on n'a pas de relations internationales. Les Québécois ne sont pas tenus de s'intéresser à leur rapport au monde parce qu'ils n'ont pas de rapport au monde parce qu'ils ne sont pas un pays. C'est quand même vrai. Tu parles à des gens au Mexique, ils n'ont aucune idée c'est quoi le Québec, là. Il ne suffit pas d'aller très loin dans le monde pour comprendre que les gens ne savent pas c'est quoi le Québec parce que les gens ils connaissent les pays, ils ne connaissent pas les provinces. Vous connaissez-vous le Chiapas, vous connaissez le Mexique, vous ne connaissez pas le Chihuahua, le Chiapas, puis bon, le Yucatan, bon, vous l'avez entendu parler, peut-être cultivé, vous, mais tu sais, c'est là où je suis plutôt du côté des bas-côtés et compagnie. C'est-à-dire, si on n'est pas un pays, il ne faut pas s'attendre à se responsabiliser outre mesure. C'est donc, quand il dit, Léandre Saint-Laurent, prendre l'effet pour la cause, c'est-à-dire, est-ce que nos pulsions autoritaires sont dues au fait qu'on a toujours été finalement gouverné par un autre, que ce soit c'est pas impossible. l'Église et ensuite nous-mêmes, ou ce que Christian Saint-Germain appelle l'endocolonisation. Le modèle québécois est une autocolonisation, la poursuite, en fait, de la colonisation envers nous-mêmes. Donc, moi, je suis un peu entre les deux. Je suis entre vous et Boc-Côté et Léandre Saint-Laurent, si on peut dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, tu sais, grands enjeux, on parle de météo, mais on n'a pas de relations internationales. Je comprends, mais honnêtement, je ne vois pas est-ce que vraiment en quoi ça change. Frank to-do, là, c'est assez, là. Mais qu'est-ce que ça change quoi? Non, mais c'est juste que je comprends cet argument-là, puis c'est pour ça que j'y ai pas vraiment répondu, parce que je pense pas que ça a rapport avec ce que je dis, moi. Moi, dans le fond, ce que je dis pas que les Québécois sont différents des autres. Évidemment, je dis pas les théoriciens de la colonisation, il faut que tu lises... là, on est plus là-dedans, là, comment il s'appelle, France Fanon, tout ça. C'est là, on est dans un autre univers un peu. Là. En fait, je pense que si on voudrait clore le sujet juste là-dessus, là, ce qui est exprimé... En fait, la grande déception qu'on vit dans toute cette histoire-là, c'est la suivante, c'est que ça fait 50 ans que le débat dure. À toute fin pratique, si on met le point de départ au début des années 70. Après 50 ans, ne pas avoir de réponse plus détaillée face à ce que serait une constitution québécoise, c'est un peu décevant. Puis je pense que les péquistes, oublions le bloc, il n'y a rien à faire avec eux autres. Il y a des Trudel là-dedans, puis tout, mais une gang de mêlés. Lui, il est marrant. Hein? Mais les péquistes, à mon avis, auraient avantage à discuter de ces questions-là. Parce que présentement, leurs réponses sont faibles. Ben, surtout qu'ils se sont commis sur toutes sortes de niaiseries insignifiantes. Moi, c'est un peu ça mon point. T'sais, après de savoir si, comme par magie, un coup libre, on va se libérer de nos chaînes mentales coloniales et abandonner nos réflexes autoritaires, ça m'intéresse même plus ou moins comme propos. C'est que moi,
je pense pas que du jour au lendemain, on deviendra un État autoritaire. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il n'y a pas de sérieux dans le processus. Personne ne veut s'y commettre et tout le monde le prend comme pour acquis. Mais moi, je dis, si vous le prenez pour acquis, ben parfait, présentez-nous-le. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez nous parler du passeport, du budget de l'an 1, et pourquoi le réaménagement débile? C'est plus sérieux que le budget de l'an 1 dans ta perspective. C'est-à-dire, si le budget de l'an 1, on trouve que c'est niaiseux, pourquoi un projet de constitution québécoise serait moins niaiseux à vos yeux? C'est-à-dire là, c'est. Non, mais c'est parce que la maison n'est pas construite, puis on parle de l'isolation du grenier. C'est ça que je veux dire. C'est que le budget de l'an 1, c'est un exercice rhétorique. Mais c'est sûr, s'il y a un aspect qui relève de l'inconnu, c'est-à-dire si vous faites la souveraineté d'un pays, c'est la sécession d'un État. Il ne faut pas non plus s'attendre. Là, c'est vous qui faites dans le sécuritarisme, c'est-à-dire qu'on ne s'affranchit pas de l'Empire britannique, je veux dire, en restant dans son sous-sol au chaud, là. C'est ça le truc, c'est-à-dire, c'est l'aspect, il faut se mouiller, là. C'est sûr qu'il y a une part d'inconnu là-dedans. Là. Écoute, on parle de s'affranchir de l'Empire britannique. C'est pas un truc facile, c'est sûr, ça va coûter de l'argent. Le PIB, va-tu avoir des contre-coups? C'est possible. La GRC ne laissera pas faire ça. Le CRS, c'est là que les souverainistes, soyez prêts. Là, comprenez qu'en Catalogne, les gars sont allés en prison, là. T'sais, normalement, les États, ce pas des États comme le Canada, soft, gentils, 50 plus 1. Là. Ouais, en général, les sécessionnistes, ils disent, tu peux être torturé, viens faire un tour au poste de police, ta femme, tes enfants, ils se portent-tu bien, ils vont à quelle école? Dans les pays, ça va pas mal plus que ça. Là. Imaginez vouloir faire la sécession d'un État en Russie, d'une des parties, on a vu ce que ça donnait en Ukraine. C'est... Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas un pays non plus en sécurité. Faire un pays, ça ne se fait pas en toute sécurité non plus. Là. Soyons clairs. Donc, ça, c'est peut-être que là, à ce niveau-là, les souverainistes sont plus aventureux. Enfin. Non, là-dessus, tu as parfaitement raison. C'est juste que comment je te dirais? Non, je pense que les deux se valent. En fait, le point de débat, c'est vraiment juste le timing. C'est est-ce qu'on parle de la Constitution avant ou après? C'est carrément juste ça, le point de débat, en réalité. Nous, on préférait en parler avant. En fait, je ne me vois pas embarquer là-dedans. Lisez-vous qu'ils ont réussi à nous faire parler de ça en passant. Il dit quand même quelque chose qui relève d'une fabrication médiatique. Tout à fait, tout à fait. Tout d'un coup, la souveraineté, là... elle offre pas plus. En fait, c'est un débat de la souveraineté en quelques semaines. Oui, puis non, parce que, tu sais, je veux dire, nous autres, on fait un podcast de discussion d'actualité, mais qui a une tendance un peu intellectuelle quand même. C'est pas dans le populaire. Je pense que Libre Média. Non, je ne serais pas ici avec vous en passant. Exactement. Puis Libre Média est définitivement de ce côté-là aussi. Côté de toute évidence et quelqu'un qui aime les débats intellectuels. Je veux dire, personne ne va s'en cacher. Mais je pense pas que dans la population, ça se rend. Honnêtement, là, j'ai pas l'impression que ce débat-là va plaire à nos auditeurs, va plaire aux lecteurs de Libre Média. Mais en dehors de ce cocon-là, le jello n'est pas pogné. Je veux dire, le vote péquiste, on fait un peu de l'arithmétique stupide dans les médias, là, de dire le vote péquiste plus Québec solidaire, bang, 50%, la souveraineté est en feu. Finalement, tu grattes un peu, tu te rends compte que 25% des péquistes ne sont même pas souverainistes. Là. Je veux dire, un moment donné, tu es là, tu dis, what, attends un peu, il y a 25% des gens qui votent pour le PQ qui ne sont même pas souverainistes. Il se passe de quoi d'autre au Québec? C'est vraiment de la contestation pure et simple. Là. Fait que, oui, il y a la construction médiatique. Nous, on a eu du fun à le faire parce que c'est... Non, mais c'est un débat quand même, comme dit Frank dans son texte, ça reste un débat structurel au Québec. Là. On ne peut pas faire comme ça n'existait pas. Exactement. Mais ça reste que... là-dessus, c'est un succès. Là. Les souverainistes ont réussi à mettre récemment à l'agenda. Comme ça, la mise à l'agenda, c'est un concept en sociologie politique. Donc, tout d'un coup, c'est-à-dire la capacité à imposer son thème dans l'actualité, là-dessus, il est 100%. C'est mieux que le 0.05. Ce serait juste bon qu'il y ait le courage de leurs opinions. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent avoir un projet politique qui suppose de rallier la majorité de la population pour pouvoir accéder à l'indépendance, mais du moment que tu es critique, ils ne veulent plus te parler, ils refusent tes invitations puis ils te traitent de coloniser. Je veux dire, soyons honnêtes, même de quoi d'un peu contre-productif là-dedans. Là. C'est sûr que ces gens-là ont pas intérêt. C'est quatre députés, fondamentalement. Là. Ils n'ont pas d'équipe. Ce parti-là n'existe à toute fin pratique pas. Je ne sais pas s'ils n'ont pas d'équipe. C'est un parti quand même qui a beaucoup de membres, je pense, là, puis beaucoup de vieux.
Donc, je pense qu'ils sont encore bien financés. Puis, ça reste un vieux parti qui peut compter sur une vieille structure relativement solide. Là. Mais tous leurs bons staffeurs sont rendus à CAQ. Là. En fait, c'est ça qu'on va observer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Qui va refaire le saut de l'autre côté? Mais les péquistes n'ont pas intérêt à s'aliéner des gens comme nous, qui sont des gens quand même avec qui on peut parler. C'est-à-dire, si effectivement, ils gardent une posture woke, assez puritaine, puis bon, tout est Québec bashing dans la perspective. Moi, je suis devenu l'un des pros du Québec bashing selon certains d'entre eux. Ça me fait assez marrer. C'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt, là, c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils réalisent aussi, si on perdu un référendum avec 0,5% des votes, ils se sont aliénés au moins 15% de la population durant la pandémie, en passant. Ils peuvent bien dire que c'est des complotistes marginaux. Mais non, vous ne comprenez pas qu'il y a au moins 15% de la population qui est découragée de l'État du Québec et que grâce à votre gestion de la pandémie, ils ne voteront jamais oui. Donc, félicitations. On gagne un référendum avec 0,5% au Québec. Vous venez de vous aliéner 15% au moins de la population avec votre gestion psychotique de la pandémie. Donc, faites pas non plus comme si ça n'existait pas, comme si on était des marginaux avec qui on ne parlera jamais. Mais non, vous ne comprenez pas que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre un pourcentage de la population significatif. Vous l'avez fait. Vous persistez à nous traiter de complotistes, etc. Ben, vous pouvez toujours aller vous faire foutre. Là. Et on se colle à l'extrême gauche qui, pour l'essentiel, pense que parce que c'est ça la réalité aussi, c'est que Québec solidaire, pour des raisons de marketing politique, parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ça va être difficile d'exister au Québec, parce que les gens vont retourner au Parti libéral, ils se disent souverainistes. La réalité, c'est que parler à n'importe quel solidaire moyen... C'est vrai que souvent, les solidaires, ça, c'est pas sérieux pour 2 cents. Ça, c'est sûr que là, tu fais un pays... Non, mais les péquistes préfèrent nous cracher dessus, nous, parce qu'on ne vaut pas la peine d'interagir, mais ils sont prêts à aller avec Ruba Gazal pour le grand soir de la souveraineté. Après, on a fait des miracles dans l'histoire. Mais rappelle-toi, l'Angleterre était alliée avec la Russie pour battre l'Allemagne nazie. Il y a quand même des fois des alliances de circonstances dans l'histoire, pas pour défendre Ruba Gazal, qui n'est pas désagréable, par contre, à l'écran, là, mais enfin. Côté lover de Jérôme. C'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a des alliances historiques qui sont conjoncturelles, circonstancielles. Écoutez, Churchill s'est déjà assis avec Staline à une table, donc imagine que tout est possible. On peut s'asseoir avec Ruba Gazal. C'est pas la pire, elle n'est pas stalinienne quand même. Là. Mais c'est sûr que les solidaires manquent de jugement. Puis là, ils veulent. Non, mais je comprends, mais c'est que ces gens-là. Ils veulent uniformiser l'alimentation à l'échelle des écoles. Ils veulent un plan. GND est avec Christian Bégin. Là, mais c'est des gens qui nous disent, Jérôme et Yann, c'est des gens qui nous disent que c'est des gens qui nous disent que le Québec est rongé. Le Québec serait rongé par du racisme systémique, notre société est pourrie, mais ces gens-là veulent faire somehow un pays avec cette société pourrie-là. Donc, moi, j'y crois zéro. Là. Mais c'est sûr, il faut que toutes les tendances soient représentées. Effectivement, il faudrait qu'il y ait une droite beaucoup plus assumée au mouvement souverainiste. Ça fait des années qu'on peut le déplorer. C'est sûr que ça prend... Il va falloir que, disons, la gang à bas de côté soit extrêmement bien représentée à la table, advenant un projet qui reste encore très hypothétique. Sinon, je pense que la stratégie d'essayer de nous séduire est beaucoup plus payante que celle d'essayer de faire de l'entrisme chez les caquistes, à essayer que François Legault, finalement, il y a une illumination souverainiste. Là. Ça non plus, j'y crois pas vraiment. Il reste du bon stock dans la semaine de Libre Média quand même, il faut en parler. Tu es au Mexique, Jérôme, des migrants, c'est un débat qui est beaucoup plus puissant aux États-Unis qu'au Québec, on comprend ça. Mais je veux dire, le Mexique est à toute fin pratique la porte d'entrée, donc vous les voyez passer, les migrants, carrément en amont de chez vous. Oui, c'est ça, de ce côté-là. Fait que parle-nous un peu de ce contexte-là. Oui, moi, je suis à Oaxaca, qui est une ville du sud du Mexique, donc une ville patrimoniale importante, une ville historique, en haut de l'État du Chiapas. Donc, en bas du Chiapas, c'est le Guatemala. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, les migrants passent par le Mexique forcément pour aller aux États-Unis. Et non seulement, on sait que les États-Unis refoulent les migrants à leurs frontières, ça les bloque, mais le Mexique fait la même chose avec le Guatemala. Donc, il y a beaucoup de pression. On pense que le Mexique est une passoire, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que reste qu'il faut passer aussi à la frontière. Il y a un mur là aussi. Là.
Il y a une sorte de mur. On a beaucoup rapproché au président AMLO, Andrés Manuel López Obrador, de faire du Trump au Mexique. Qui est un gars de gauche, si je ne me trompe pas. C'est ça, centro-américain. Donc, c'est très ironique. C'est-à-dire, on est toujours un peu le Trump, on est toujours un peu le raciste de l'autre. Donc, tu sais, les Mexicains qui, eux, bloqueraient des gens encore plus pauvres qu'eux, d'Amérique centrale, des Haïtiens, beaucoup. Mais oui, c'est quelque chose que je suis depuis plusieurs années. Puis on est sur le terrain. Donc, oui, ici même, on est au centre-ville de Oaxaca. Il y a beaucoup de migrants. Il y en a beaucoup plus que qu'il y a 2 ans. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu à Oaxaca comme tel. Qu'est-ce qui motive? Ben là, j'ai fait un article avec... j'ai fait un reportage, une entrevue avec 2 migrants que j'ai invités à venir me raconter leur histoire. Il faut lire ça quand même, c'est assez incroyable leur histoire, leur parcours. Mais ce qui motive forcément, c'est le crime organisé, la pauvreté. C'est des causes assez simples finalement, mais c'est ça qui sont très structurelles. Donc, l'un des migrants que j'ai rencontré me raconte que lui, par exemple, a été rencontré par des membres des Maria Salvatruchas, donc les mafieux tatoués d'Amérique centrale. Et dans le fond, quand ils viennent te rencontrer, tu n'as pas le choix. Soit tu t'enrôles, soit tu fuis le pays. Parce que si tu décides que tu refuses leur invitation très cordiale, tu te fais tout simplement traquer. Donc, il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas le choix de quitter leur pays parce que sinon, c'est les gangs de rue ou c'est la fuite ou l'exil. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même parmi ceux qu'on appelle les demandeurs d'asile, des gens qui ont des demandes légitimes, là, soyons clairs. Donc, ce ne sont pas tous non plus des profiteurs. Donc, c'est un peu... Libra-Média, il faut le dire, un regard assez humaniste sur la crise migratoire. Évidemment, ça vient un peu de son rédacteur en chef. Tu sais, mon parcours au Mexique, en Amérique latine, j'ai une sensibilité forcément envers les Latino-Américains. Puis j'ai des reporters aussi comme Alexis Brunet qui sont très sensibles à cette réalité-là. Donc, je comprends, moi, qu'un pays n'est pas un bar open, qu'il y a effectivement des questions culturelles au Québec, identitaires, puis qu'il y a beaucoup trop d'immigration massive au Canada, ça c'est sûr. Mais toi, quand tu parlais à ces gens-là, est-ce que tu voyais des gens qui venaient chercher des programmes sociaux ou des gens qui venaient travailler? Les programmes sociaux, ben non, il faut lire le portrait, là, c'est-à-dire c'est 2 jeunes qui aspirent tout simplement à fuir les gangs de rue, la pauvreté endémique, qui visent tout simplement à améliorer leur sort. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont apprendre le français en 2 semaines. C'est sûr, là, pour un bas de côté. Puis en passant, le français, ça ne s'apprend pas en 2 semaines, hein, juste le mentionner. Puis aussi, les autres professionnels au Québec, on manque d'infirmières. Ça ne vous tenterait pas d'ouvrir vos portes, d'assouplir vos critères aussi, mesdames? Exact. Il y a plein de contradictions au Québec aussi. Là, des médecins qui conduisent des taxis à Montréal. C'est du n'importe quoi. Là. Le système s'effondre, puis il y a des corporations qui tiennent encore, qui ne défendent que les avantages de leurs membres, les privilèges de leurs membres. Ils n'ont rien à foutre des patients. Le budget va être déficitaire à cause des pressions des syndicats, de ce qu'on leur a accordé en termes de salaire. C'est n'importe quoi. L'égoïsme qui se dégage. Mais pratique, ces gens-là que tu rencontres, ils sont à pied. Ils ne sont pas nécessairement riches. Ils doivent marcher beaucoup. Ils doivent se nourrir aussi. Comment ça se passe au point de vue humain? Est-ce qu'ils perdent du poids? Est-ce que c'est difficile? C'est-tu des choses qu'ils se sont ouverts avec toi? C'est beaucoup en autobus, je te dirais. OK. Ça, je l'explique. C'est-à-dire, tu as 3 transports. L'autobus, mais ce n'est pas des grosses vannes. C'est des petites fourgonnettes, comme on en voit beaucoup ici. Là. Il y a des stations de bus juste au pied où je suis. Là. J'ouvrirai la fenêtre, on les voit. Là. Donc, c'est des petits bus, là, ce qu'on appelle des suburban en espagnol. En anglais, vous comprenez? En tout cas, ils appellent ça comme ça. Donc, c'est beaucoup en autobus. Après, tu as effectivement des points de passage où il faut absolument aller à pied parce qu'il faut contourner les autorités. Donc, tu as peut-être, mettons, 20% à pied, 60% en autobus, puis un autre 20% en train. Là, le train, c'est le plus dangereux. Là, je le raconte, tu peux voir des trucs épouvantables sur ces trucs-là. Au Mexique, tu as un train tristement célèbre qui s'appelle la Bestia, la bête. Et là, c'est des histoires incroyables, notamment d'extorsion, viol, trafic humain, sexuel. Donc, puis il fait très froid, puis les gens sont sur les toits des trains. Ils sont conscients de ces risques-là quand ils embarquent dans le journey pour monter en haut. Là. Ouais. Donc, c'est des gens plus que déterminés. Là. Tu sais, le titre de l'article, là, c'est pas pour rien. Donc, moi, ce qui m'a frappé, je te dis, c'est le calme et la détermination de ces 2 jeunes-là. C'est-à-dire qu'ils bravent au quotidien la mort.
et qui sont quand même moins stressés que beaucoup de Québécois qui ont à changer leur lave-vaisselle en fin de semaine. Donc, tu sais, le regard de ces gens-là, tu as une sérénité face à la vie, malgré tout, qui est frappante. C'est-à-dire, on vit dans une société tellement névrosée au Québec. Vous comprenez, nous, on s'énerve pour l'émission de poêles à bois dans la ville de Québec. Là. Oui. Il y avait un homme ce matin dans le. Ça relativise beaucoup nos problèmes, ce genre d'article-là, de perspective-là. Il y avait un homme ce matin dans la presse qui disait que vu que les gens de son voisinage ont le droit d'utiliser des poêles à bois, il envisageait de déménager parce que l'air un peu là, était sur le bord de venir à bout de sa personne. Tu compares ça à 2 migrants qui partent avec une plaque et une bottine et qui décident de partir du Guatemala ou je ne sais pas où pour aller jusqu'au Canada ou aux États-Unis. C'est absurde. Là. Mais là, il ne faut pas avoir de métros. Il y a un système organisé pour cette migration-là. Donc, évidemment, il y a quelqu'un qui en tire profit. Fait qu'ils doivent payer un dû, probablement. Il y a de l'argent qui se transige pour ça. Mais ils viennent de pays pauvres. Donc, il doit se passer des affaires pas si chic que ça, on s'entend. Là. Non. C'est un système d'extorsion systémique. Donc, tout le monde prend sa cote, là, des fonctionnaires, des militaires, des douaniers. Tout le monde, évidemment, là, il faut toujours un peu payer. Après, les sommes sont assez grandes pour leurs moyens. Des fois, ça dépend. Ça dépend des points de passage. C'est sûr, pour traverser aux États-Unis, là, maintenant, ça va être plus cher. Du Guatemala au Mexique, moins cher. C'est des gens, effectivement, qui mangent moins que nous. Là, je voyais au resto qu'il fallait qu'ils mangent très lentement là, parce qu'évidemment, l'estomac est habitué à être à être vide. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas, a dit à écrire, mais ils n'ont pas faim, ils ne sont pas des vrais migrants. Là, tu dis, attends, c'est pas de même. Il faut prendre le temps de les comprendre. Non. C'est parce que c'est tout un processus de remanger. En fait, après, mettons, 48 heures de. Enfin, bref, tu parles des problèmes digestifs. C'est des gens qui dorment pas beaucoup, etc. Mais qui d'une certaine façon, quand même, sentir, c'est-à-dire c'est une loterie. C'est-à-dire tu peux autant finir kidnappé que réussir ton périple. Et étonnamment, tu as des points au Mexique et aux États-Unis qui ressemblent grosso modo à des énormes chemins Roxham. Et donc, tu sais, c'est une loterie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très conscients que ils ont une chance sur peut-être deux chances sur 3 de réussir. Et ils prennent la chance. Puis s'ils tirent le mauvais numéro, écoute, ils l'auront tiré. Mais ça reste mieux que l'État où ce qui était avant, de toute façon. Là. C'est ça. Puis ils ne veulent pas retourner là parce que, bon, comme je vous dis, d'abord, le Jonathan qui s'appelle, lui, il ne peut pas retourner là parce que le crime organisé l'a fiché puis il a été établi comme une sorte de déserteur du crime organisé. Puis ça, c'est très fréquent dans ces pays-là, c'est-à-dire les disparitions forcées ou l'enrôlement forcé. Oui. Donc, tu peux disparaître et devenir finalement un esclave dans les plantations des narcotrafiquants. C'est rough, là. C'est sûr, c'est une réalité que ça n'a pas rapport avec Loretteville, là, tu comprends, là. Non. Et question qui me vient comme ça, comment t'expliques que tu sais, dans les derniers mois, il y avait des articles, entre autres, notamment le gouverneur du Texas, M. Abbott, là, qui déclarait là, que là, il y avait un problème, là, mais d'ordre national avec justement la crise des migrants. Il a fait venir la garde nationale. Le gouvernement américain de Biden qui a essayé de demander à la justice de rendre ça illégal pour des raisons qu'on ne comprend pas trop. Puis nous, au Québec, on regarde ça en disant c'est des malades mentaux républicains du Sud. Alors qu'on fait face au centième de ce genre de problème-là, et Legault est quasiment sur le bord de déclarer l'état d'urgence parce qu'il y a trop de demandeurs d'asile. Encore un état d'urgence. Et nous, on s'en va vers des états d'urgence à tous les niveaux. Le climatique, sanitaire, migratoire, toujours l'état d'urgence. Mais s'ils sont presque là. J'ai vu sa conférence de presse là, avec Mme Fréchette là, qui a l'air d'une impuissance incroyable face à tout ça. Là. Soyons clairs, il y a quand même des souverainistes, des nationalistes qui font instrumentaliser en partie. Là, c'est là que je rejoins une certaine gauche. C'est sûr que là, c'est facile de dire taper sur l'immigration. Puis là, bon, côté d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tu sais, la crise sanitaire, ça n'a pas été une catastrophe. L'immigration, ça serait une catastrophe. Moi, je comprends les deux points de vue. C'est-à-dire, je comprends. Je pense que l'immigration massive, évidemment, au Canada, est insoutenable.
Puis d'abord, je pense qu'il faut aller vers une régionalisation de l'immigration. C'est-à-dire que le Canada devrait, en fait, par devoir envers son identité américaine, au sens large, accepter beaucoup plus de Latinos et beaucoup moins de Pakistanais et de gens qui viennent de pays d'outre-mer extrêmement exotiques. Là. On a une crise qui est régionale au sens du continent et il faut la régler avec les pays du continent. Donc, avant d'accueillir des gens du Pakistan, il faudrait accueillir beaucoup plus de Guatémaltèques. Là. Puis, de toute façon, ils sont déjà légion dans nos champs. On ne veut plus travailler au Québec. Donc, il y a un équilibre à trouver. Puis, il n'y a pas de solution miracle. C'est un peu comme la crise climatique. Il faut bien dire, on veut trouver une solution en crise climatique. Ben, soit vous détruisez l'économie mondiale, puis on va vers la guerre civile dans tous les pays, ou soit vous adaptez tranquillement. Je pense que c'est plus votre solution, Yann et Frank, l'adaptation que la destruction des économies mondiales. En fait. Je pense que ça devrait être la solution de n'importe qui a un cerveau normalement constitué, mais ça semble... Mais c'est un peu insoluble. C'est-à-dire, tu sais, Biden, que ce soit Trump ou Biden, il va y avoir du monde à la frontière. Ça pousse. La démographie latino-américaine, puis l'Amérique latine, c'est un tsunami. Là. Puis les narcotrafiquants, les mafias qu'il y a là-bas sont puissantes. Là. Les cartels, ainsi de suite, c'est hallucinant. On vit rien de ça au Québec. On a eu les Hells Angels à peu. Là. Les narcos dans le sud. Pas même les Hells à côté des narcos, je ne veux pas dire que c'est des enfants de cœur, là, mais s'il y avait une guerre cartel Hells Angels, d'ailleurs, je pense que ça pourrait commencer. Apparemment, il y aurait quelques... je pense que la mafia et les Hells se pognent un peu. Là. Oui, c'est ça. Là, à Québec, ça brasserait apparemment là, avec un gars surnommé Banane. J'ai vu ça au genre de Québec. C'est tout le temps des noms le fun qui ont pareil. Piston, Banane, Ratchet. Ouais, c'est ça. J'aime la créativité. Hey, écoute, avant de se laisser, Jérôme, parce que j'avais gardé, tu sais que ta spécialité, ce sont les grands enjeux. Évidemment, vous avez même des t-shirts et une imagerie faite avec ça dans la boutique de Libre Média. Donc, pour le bien des auditeurs et pour ton propre bien, j'en ai gardé un qui a été publié dans un magazine clickbait de Québécois. Mais maintenant, la majorité de leurs articles sont dans TVA aussi et autres. Donc, maintenant, il n'y a plus de secret, c'est le même journal. Vieux manteau de fourrure de grand-maman. Est-ce encore acceptable de porter des animaux morts? Oh mon Dieu, des animaux morts! Et c'est dans la section environnement du magazine 24 heures qui est à toute fin pratique la section gauchiste du Journal de Montréal. C'est le Club École. C'est le Club École du Journal de Montréal. Il y a même des segments maintenant de Cube Radio au travers du site. Donc, c'est ça. Là. On nous explique maintenant que pour des raisons environnementales, porter des animaux morts, donc le vieux casque de poil de ma tante Gertrude et le manteau avec le col en vison de grand-maman Germaine. Je ne vais pas repartir le débat, mais vous avez vu quand même que le PQ se lançait dans le bien-être animal. Oui. Ouais, ça va bien aller. Non, mais sérieux, vous ne pouvez pas peut-être vous attaquer à la condition des personnes âgées en CHSLD. Après ça, les gens vous répondent toujours « Ouais, mais un n'empêche pas l'autre. » Ouais, mais concrètement, on va dire, si tu mets 200 heures sa cause animale par année, c'est parce que c'est 200 heures que tu ne mettras pas ces personnes âgées. Là, ça fait sourire. C'est sûr que ça fait sourire ce genre de projet-là. Là. Ben, surtout, rappelons que les animaux sont déjà mieux traités que les humains au Québec parce que n'importe quel chat peut se faire soigner par un vétérinaire, mais votre mère attend 3 ans pour une hanche. Fait que laissons les grands enjeux de côté parce que c'est ça, c'est insignifiant. Dernier point qu'on voulait absolument discuter rapidement. Jean-François Caron, tu as eu un rôle important dans cette saga-là. Dans le sens qu'évidemment, Jeff nous parlait directement, donc on a repris l'histoire, sauf qu'à toute fin pratique, on est des podcasters, on est des gens qui sont dans l'opinion, on est capable de brasser beaucoup, mais on n'est à toute fin pratique pas des journalistes, puis on n'a pas le goût d'en être non plus. Là. Chose que toi, tu prends un petit peu plus au sérieux, l'aspect journalistique de l'approche. On se ramasse à un moment donné dans une situation où est-ce qu'on obtient des informations via Moret puis à Paulus. Ça venait des conservateurs tout fin pratique qui disent c'est le bloc qui l'ont invité, c'est le bloc qui l'ont cancellé, merci. Les conservateurs ont été très ce qui était une demi-vérité, là, si on peut dire. Exactement. Oui, parce que la première partie était bonne, la deuxième non.
Mais les conservateurs n'ont pas pris le sujet vraiment au sérieux. On a cette information-là. Morel la partage en ondes. Nous autres, on le partage aussi. Puis là, ça se met à brasser dans les officines du Bloc. Et c'est là que tu commences à jouer un rôle qui est important. C'est que tu vas aux sources directement pour avoir la vraie histoire. Puis éventuellement, c'est tes interventions qui ont permis d'avoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parle-nous un peu de ce sujet-là. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Oui, ben c'est un cas majeur qu'il fallait traiter à Libra-Média parce que, bon, encore une fois, une nouvelle histoire de culture de l'annulation. Donc, effectivement, Libra-Média, c'est important d'aller au fond de l'histoire sobrement, c'est-à-dire que, bon, vous avez sorti des informations, Maureen a sorti, donc il fallait vérifier, prendre le temps d'amasser, de recoller tous les morceaux du puzzle. Puis, c'est ça, c'est la différence un peu entre un podcast d'opinion et Libra-Média, c'est-à-dire Libra-Média qui vise plus à faire ce que faisait la presse traditionnelle il y a un certain nombre d'années, mais de le faire avec les valeurs qui sont les nôtres. Donc, on est très content. Puis oui, l'article a très bien marché. Vendredi qu'on a sorti ça, que bon, c'était la prof Stéphanie Carvin de l'Université de Carleton, l'Université Carleton à Ottawa, dans la fameuse université, qui n'est pas à Carleton, mais à Ottawa, vous aurez compris. D'ailleurs, je pense qu'elle a toujours suspendu son compte X. Donc, on voit que c'est des gens qui ne sont pas très habitués à composer avec la critique et qui pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité. Madame Carvin, elle pense que l'histoire, finalement, ne sortira jamais. Elle a pu demander qu'on cancelle un collègue. Imaginez le respect qu'ont certains universitaires maintenant pour des collègues. À l'université, quand on est engagé, en fait, on est embauché le département vote, là, c'est la collégialité. C'est très, très important, ce principe-là à l'université. La révision par les pairs. Donc, tu es censé avoir un respect infini de tes collègues à l'université, en théorie. Donc, vous imaginez maintenant où on est rendu. Donc, je suis très fier d'avoir sorti l'histoire. Et je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ben là, Mme Carvin va avoir une vague de haine. Ouais, mais c'est parce que c'est pas mon problème. C'est auto-infligé. C'est ça. Elle décide c'est une adulte. Donc, j'ai donné l'occasion de répondre. J'ai donné l'occasion de répondre. Elle n'a pas répondu au courriel de Libra-Média. Impossible de la joindre par téléphone. On a donné l'occasion à tout le monde de réagir. Ce qui est déplorable par ailleurs, c'est qu'on aurait pensé que Libra-Média, puis bon, à vous, en y participant, aurait incité des grands médias à rapporter l'histoire. Je pensais qu'Hélène Buzetti allait faire ça. On dirait qu'on les a effrayés plus que d'autres choses. Alors que je ne voulais pas garder le monopole non plus de l'histoire, vous non plus. Là. Donc ça, c'est un peu Rebel News aussi qui a rebondi là-dessus. En fait, on envoyait de l'info à ces médias-là, genre, hey, il se passe quelque chose, si vous voulez couvrir l'événement, puis ça n'intéressait pas personne. Puis on sait du côté des conservateurs, écoute, si Rebel News touche à l'histoire, oublie ça, il n'y a personne qui va en parler. Là, qu'est-ce qui se passe? Là? Libra-Média sort quelque chose, Rebel News sort quelque chose au niveau du Canada anglais, et soudainement, tous les médias traditionnels refusent de traiter de l'histoire parce qu'il y a une alternative qui y a touché. Je veux dire, c'est quoi, là? On a tout le cancer, là? On est radioactif. C'est quoi ce merde-là? Ça n'a pas de sens. C'est un cas quand même qui, même que je disais au prof Caron, c'est une histoire qui mériterait de faire du bruit en France. Là, un bruit relatif dans l'écosystème médiatique français avec les problèmes qu'ils ont. Là. Mais c'est le genre d'histoire qui aurait pu être apportée par la presse française. D'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que je ne vais pas appeler des amis là, pour rapporter ça. D'ailleurs, peut-être que le prof Caron qui apparaît actuellement, on a travaillé sur peut-être des entrevues. Là. Mais bref, c'est une histoire qui aurait mérité de faire le tour de la presse internationale. Oui, absolument. Plus que ça, là, parce que, écoutez, le Parlement canadien qui refuse un prof d'université, puis en plus, le prof Caron n'est pas du tout... n'est pas un anti-occidentaliste. C'est pas du tout. Il y a un point de vue très critique sur la Russie. Je te fais une promesse. Si PQ veut que le Jean-François Caron participe à l'écriture de la Constitution, ça se peut, je vote oui. Là. Ben oui, c'est ça. Ben, ça aussi, d'ailleurs, le comportement, on a su que la version des conservateurs il y avait escamoté un bout, mettons.
Mais le comportement du bloc là-dedans, pour moi... Oui, ben toi, ce que tu as relevé à Radio X, moi, j'ai pas l'impression, par contre, que le bloc est fauté vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont été de manière assez... mou. Ben oui, mou peut-être. Est-ce qu'ils auraient dû répliquer plus fermement en même temps avant le président prenne une décision? Non, mais le minimum de décence dans la situation, c'est que tu invites une personne, tu la contactes pour t'excuser et lui expliquer la situation. Il a fallu qu'on les out publiquement et qu'on mette la faute sur eux pour que là, se sentent attaqués dans leur intégrité et répliquent. Normalement, moi, en tout cas, si j'organise une conférence quelque part, que j'invite quelqu'un qui vient à l'autre bout du monde et qu'un co-conférencier dit qu'il ne veut pas être là et que je le désinvite, le minimum du minimum, c'est d'appeler Jean-François Caron dans sa chambre d'hôtel et dire « Écoute, c'est un tel du Bloc québécois. On a signifié qu'on n'est pas d'accord. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu sois là. On s'excuse. Fie-toi sur nous, tu vas te faire rembourser. Puis on est vraiment désolé de ce qui arrive. » Puis il aurait pu faire une conférence. Si ça avait été un intellectuel souverainiste, vous pouvez être sûr qu'il y aurait eu la conférence de presse. Les libéraux ont fait interdire un Québécois, puis ça paraît que le Bloc aurait très bien pu instrumentaliser cette histoire-là pour nourrir leur narratif que les Québécois ne sont pas bienvenus, puis qu'on a préféré une anglophone de Ottawa pour s'exprimer. Non, ça a été silence radio, puis on préféré avec le gars du Bloc qui était semi-agressif sur Twitter en disant à tout le monde qu'il allait presque les poursuivre. Mais la technique de la marginalisation fonctionne pour l'instant, mais pour combien de temps? Je veux dire, à force de prendre des enjeux comme ça qui sont faits par des podcasters qui donnent un spectacle ou encore par Libre Média qui fait des analyses journalistiques plus en profondeur, à force de se faire damer le pion sur des sujets comme ça, ils ne pourront pas constamment ignorer. Puis, à un moment donné, c'est qu'ils vont se faire manger le lunch. La saga de Jean-François Caron était un élément qui était intéressant pour bien des gens dans le public. Puis à toute fin pratique, tout le monde l'ignore. Même les bloquistes n'ont pas senti que ça valait la peine de l'utiliser pour attaquer les libéraux, carrément. Ou même le NPD dans ce cas-ci, parce que c'était l'invité du NPD qui a foutu la merde. Il y a des bouts que je ne comprends pas là-dedans. J'essaie de voir pourquoi, OK, c'est bon, vous n'êtes pas d'accord avec notre orientation, mais pourquoi la marginalisation est une bonne solution de votre côté? Vous courez à votre fin, à toute fin pratique. Oui, non, c'est... On parle de vous autres. Nous autres, on ne fait pas comme si vous ne produisiez pas du contenu. Fait qu'on profite même de ce contenu-là pour alimenter nos trucs. Mais quand on produit notre propre contenu, vous faites comme si ça n'existait pas. Je veux dire, vous êtes débile, vous allez perdre votre monde à jamais. Comme je vous disais, on est comme un magazine de femmes nues lu par un gamin de 13 ans. Tout le monde sait que ça circule, mais personne ne veut le dire. Oui. Ils nous lisent en cachette. Ils nous lisent en cachette. Je le sais. Radio-Canada a déjà repiqué de mes intervenants jusqu'en Argentine. Vous foutez de ma gueule. Vous regardez Libre Média sur l'Amérique latine, sur l'Équateur. Après ça, vous faites comme si on n'existait pas. Vous invitez Boc Côté. Bon, il ne vous nomme pas dans un podcast 2 semaines après. Dans un podcast, en tout cas une émission. C'est décevant. La question est bonne. Pendant combien de temps pourront-ils faire semblant de nous ignorer? Ils ont fait ça. Ils ont essayé de faire ça avec le papy nazi. Hein. Puis on va s'arrêter après parce que le temps est écoulé, malheureusement. Là. Mais ils ont essayé de faire ça avec le papy nazi. Rappelez-vous que c'est Ezra Levant. Ben oui, mais c'est Ezra Levant, le vendredi même. Le gars est passé le vendredi ou le jeudi au Parlement. Le vendredi, Ezra Levant était sur le Twitter de Rebel News et parlait de cette histoire-là que le gars était vraisemblablement un ancien soldat SS. Ça a pris jusqu'au lundi ou au dimanche soir avant que d'autres médias réagissent. Et pourquoi ils ont réagi? Parce que la nouvelle s'est rendue en Europe, dans certains médias, qui ont même sorti dans des chaînes d'information russes que le Canada avait reçu un soldat. Et là, ils n'ont pas eu le choix de réagir. Mais savez-vous quoi? Je suis loin d'être convaincu que si ça avait été juste Ezra, nous, d'autres, ça aurait fini lettre à la poste comme ça. Ils réagissent uniquement quand ça devient trop gros. Et là, dans le cas présent, notre problème, c'est qu'il aurait fallu que l'histoire soit reprise par le National Post ou par un journal plus gros du Canada anglais. Et là, tout d'un coup, vous auriez vu que le Journal de Montréal, Radio-Canada, La Presse, Le Devoir, peut-être en aurait parlé. Mais là, le problème, c'est que c'était pas assez gros pour eux autres. En tout cas, je pense. Oui. Mais les manteaux de fourrure, c'est assez gros, ça.
Ouais, les manteaux de fourrure, c'est assez gros. Hey, merci d'avoir été là, Jérôme. Quand même intéressant. Ça a été un des plus enflammés qu'on a fait avec toi. On va être obligé de remettre ça dans pas long, là, aussitôt que tes installations web vont te permettre. La connexion était bonne, donc. Ouais, ça je craignais que la connexion ne soit pas suffisante, mais ça a bien marché, non? Ça a bien marché. C'est parfait. Merci d'avoir été là. Excellent, très bientôt.